On dit souvent que le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien, judéo-palestinien est un conflit dont l'essence, le moteur serait religieux. Je voudrais ici relativiser cette idée-là, non pas que cette dimension-là soit absente du conflit. On verra même qu'au cours de l'histoire, au cours du siècle écoulé, elle a pu prendre beaucoup d'importance, et notamment, on va dire, dans les 20 ou 30 dernières années, mais ça n'a pas toujours été le cas, et c'est un petit peu cet itinéraire que je me propose de faire maintenant. Alors, pourquoi, commençons par l'objection principale, pourquoi ne pas tenir ce conflit pour un conflit religieux, alors même que, on va dire globalement, d'un côté, du côté israélien, nous avons l'acteur essentiel sont les juifs, sionistes, israéliens, donc des juifs qui, sur le plan religieux, se définissent comme juifs. Ils peuvent être pratiquants de stricte observance ou ne pas l'être du tout, voire même athées, mais reconnaissent bien que le fond est leur fond culturel et religieux est un fond juif. De l'autre côté, bien sûr, nous savons qu'il y a des Arabes chrétiens, mais globalement, la plupart des Arabes qui ont affronté Israël durant près d'un siècle sont musulmans. Et à cet égard, on voit souvent des interprétations expliquer, insister sur cette dimension donc judéo-musulmane, non seulement à cause d'ailleurs de l'appartenance des deux parties globalement au monde musulman et au monde juif, mais je dirais aussi à cause de l'espace dont nous parlons. Car cet espace-là, qu'on appelle la terre d'Israël, Eretz Israël, qu'on appelle la Palestine, appartiennent, je dirais, à un espace sacré, relèvent d'un espace sacré. C'est la terre promise, c'est la terre que le Dieu des Juifs destine au peuple d'Israël, et dans la mesure où cette terre a été, dans l'histoire, a fait partie d'empires musulmans, les Omeyyades, les Abbassides, etc., eh bien, il est considéré donc comme faisant partie du Dar al-Islam, et à cet égard, donc, bien sûr qu'il y a un enjeu religieux, mais malgré tout, il faut revenir à une explication qui nuance la portée ou l'hégémonie de ce facteur religieux, à en juger au fait que pour qu'il y ait eu affrontement, il a fallu qu'il y ait constitution au sein de cette collectivité musulmane et au sein de cette collectivité juive. Il a fallu, je dirais, une orientation vers une autre force, qui est la force d'ailleurs qui a toujours concurrencé, ou longtemps concurrencé le religieux, c'est la force du nationalisme. En d'autres termes, il a fallu que des juifs non pas s'écartent du judaïsme, mais considèrent que cette identité religieuse devient secondaire pour mettre en avant une dimension qui est nationale et linguistique, avec la renaissance de l'hébreu, pour qu'il y ait nationalisme juif. Et inversement, pour qu'il y ait conflit, et ce conflit opposant le sionisme au nationalisme arabe, eh bien, il a fallu qu'au sein de ce monde musulman s'opère cette évolution, s'opère cette orientation vers le nationalisme, considérant que la catégorie identitaire principale de l'individu et de la collectivité n'est plus la référence à l'islam, elle ne disparaît pas, mais elle devient secondaire, encore une fois, au profit d'une dimension qui est nationale et linguistique autour de la langue arabe, avec toute la renaissance qu'elle va connaître à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, et avec cette idée politique, puisqu'il n'y a pas de nationalisme sans une dimension politique, et cette dimension politique, c'est l'écart, le rejet de l'Empire ottoman comme qui était le maître des lieux depuis le XVe siècle jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, alors même que le sultan était le calife, alors même qu'il était le protecteur des croyants. Et bien, il faut le nationalisme arabe. Alors, il n'est pas laïque, tout comme le sionisme n'est pas laïque au sens, je dirais, rigide du terme, mais une certaine forme de prise de distance. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour en revenir au nationalisme arabe, c'est la raison pour laquelle des chrétiens participent à ce mouvement, puisque la dimension religieuse n'est plus la dimension principale. Et l'enjeu national, bien sûr, consiste à créer à court terme ou à court ou moyen terme un
un État, donc un lien juridique entre une collectivité nationale et une terre. Et pour les Juifs sionistes, c'est le projet d'un État juif, c'est le projet qui va s'incarner en 1948 sous la forme de l'État d'Israël. Et du côté arabe, c'est au départ la revendication d'un grand royaume arabe, projet qui va être mis à mal par l'établissement de mandats, et ce mandat conduisant à la création d'entités territoriales et politiques qui vont donner naissance après la Seconde Guerre mondiale, au Liban, à la Syrie, à la Jordanie, à l'Irak et à la Palestine, si ce n'est que ce projet-là avorte, puisque à la faveur de la guerre d'indépendance, c'est tout ce projet d'un État de Palestine qui est mis en cause. Alors, donc au départ, initialement, c'est bien un conflit national. Il y a une tentative de mobiliser la dimension religieuse, mais elle reste très, je dirais, très en recul. D'abord parce que ce qui reste de forces religieuses regarde avec beaucoup de méfiance et reste en marge. Elles n'accompagnent pas le mouvement, elles sont vraiment en marge. Parfois, les élites politiques peuvent le mobiliser, et on le voit notamment du côté du nationalisme palestinien, puisque le mufti de Jérusalem, donc autorité religieuse, est en même temps le chef du mouvement national palestinien. Et il convoque, dans les années 30, un congrès pour la défense de Jérusalem, un congrès musulman. C'est la première fois qu'il y a une dimension musulmane très forte, mais elle n'a pas non plus un effet énorme. Et en fait, on peut dire, pour aller vite, que dans les années 50, dans les années 60, la guerre d'indépendance, ou la Nakba, la guerre du Sinaï, l'opération de Suez, et en 67, la guerre des 6 jours, restent encore clairement marquées par l'affirmation, je dirais le heurt, entre un conflit national incarné par Nasser, qui incarne le socialisme arabe. Il n'y a aucune référence ici musulmane dans la manière dont il conçoit son ambition et son projet politique, et du côté d'Israël, toujours encore, le sionisme travailliste, donc plutôt de gauche. Et je dirais que l'échec de la guerre d'Israël, qui signe en quelque sorte l'incapacité des nationalismes arabes à l'emporter sur Israël, permet à un acteur nouveau, l'acteur l'OLP, à monter en flèche. Et je dirais que la deuxième phase, c'est effectivement la révolution iranienne en 1978, qui, là, est une sorte d'événement essentiel, parce qu'il ouvre une perspective qui, jusque-là, était très très peu présente, en dépit des frères musulmans en Égypte. Voilà. Et ce qui va se passer, effectivement, c'est qu'il va y avoir une compétition au sein du mouvement national palestinien entre le Fatah, qui a choisi entre-temps la voie de la négociation, et le Hamas, qui va être le mouvement islamiste, qui, encore une fois, va récupérer en fait la radicalité de l'objectif national palestinien, c'est-à-dire la destruction de l'État d'Israël, la non-reconnaissance de l'État d'Israël, mais il va lui ajouter en quelque sorte cette dimension religieuse qui est celle d'un islam militant. Encore que dans le cas du Hamas, il faut bien le comprendre, à la différence d'autres mouvements comme Al-Qaïda ou Daesh, les causes sont intégrées, elles font bloc. Le Hamas n'a pas de prétention de s'occuper de ce qui se passe dans le monde. Le Hamas s'occupe uniquement de cette revendication nationale, mais légitimée cette fois par des fins religieuses. Qu'est-ce qui se passe du côté israélien? Là, il faut remonter un tout petit peu avant 1978, c'est en vérité en 1973, avec la guerre du Kippour, qui a été certes à la fin une victoire, mais au départ avec des allures de défaite à cause de la surprise qui a été infligée par les armées arabes, et notamment l'armée égyptienne, et cela a plongé le sionisme travailliste dans une crise. Le premier signe a été l'accession du Likoud, donc un parti nationaliste, au pouvoir, mais avec des alliés religieux, le Parti national religieux et les partis ultra-orthodoxes, plutôt antisionistes d'ailleurs initialement, et j'insisterai plutôt maintenant sur le Parti national religieux, parce que alors qu'il avait jusque-là une sorte de mission d'assurer les intérêts des ouailles religieuses observantes en Israël, il se dote à partir des années 70 d'une idéologie militante, en ce sens qu'il considère que l'octobre
l'obtention des fameux territoires occupés, notamment de la Cisjordanie, qu'ils rebaptisent d'ailleurs Judée-Samarie, ils estiment que là, l'objectif politique doit être clair et net. Pas de paix contre les territoires, il faut annexer les territoires, ils font partie du grand Israël, et c'est eux qui vont donner en quelque sorte une dimension, je dirais, plus militante à cette revendication qui au départ apparaît comme une seule revendication nationaliste. Le résultat, on en voit aujourd'hui les fruits, cette réorientation du nationalisme arabe avec cette dimension religieuse très prégnante, et à l'intérieur du sionisme, cette montée en flèche d'un sionisme religieux qui était jusque-là très marginal, eh bien, va conduire, je dirais, à cette situation où, faute de parvenir à un accord politique entre deux forces, on va dire laïques, les Israéliens de gauche ou du centre, voire même de droite, et l'OLP, dont l'étiquette reste quand même laïque, eh bien, je dirais que d'une certaine manière, le conflit est pris en étau par ces forces religieuses, celle du Hamas du côté palestinien, celle du sionisme religieux, qui actuellement est très largement représentée au sein du gouvernement, et on pourrait conclure en disant que le conflit n'est pas né comme un conflit religieux, il a toujours eu en sourdine cette dimension-là, aujourd'hui elle est beaucoup plus présente, et je dirais que c'est là que se situent aujourd'hui les forces de radicalité hostiles à toute forme de compromis entre le nationalisme juif et le nationalisme palestinien.